pour le troisième document de révision, je vois avec vous les solutions aujourd'hui. On commence avec le numéro 1 avec une petite balle qui oscille au bout d'une corde. Donc ça, on a vu que le mouvement d'une balle au bout d'une corde, je voudrais ici souligner que ce n'est pas un MRUA. Ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre cette situation-là avec les 4 équations du MRUA. La raison que ce n'est pas un MRUA, c'est que si on regarde, si on se mettait à faire un diagramme de corps libre sur la balle à différents endroits pendant la trajectoire, l'orientation des forces gravitationnelles versus la tension varie, ce qui fait que dans un cas comme ça, un balancement ou une oscillation, l'accélération n'est pas constante. Donc, la balle, par exemple, elle a une accélération différente là, quand elle se trouve au point le plus haut que quand elle se trouve au point le plus bas. Donc, à cause de ça, puisque l'accélération n'est pas constante, on ne peut pas utiliser les équations du MRUA. Je le répète parce que c'est très important. On a vu une approche là, pour faire ça, c'est par énergie. On va y aller par principe de conservation de l'énergie. Puis d'ailleurs, on nous dirige un peu dans cette direction-là parce qu'on nous demande, pour commencer, l'énergie mécanique totale de la balle lorsqu'elle se trouve au point C, sachant que la vitesse est nulle à cet endroit. Si la vitesse est nulle à l'endroit au point C, ça veut dire que c'est le point le plus haut là, que la balle va avoir pendant l'oscillation. Quand elle atteint ce point-là, après ça, elle redescend, puis elle s'en va dans l'autre direction. Donc, on y va avec l'énergie mécanique. On sait que l'énergie mécanique, là on cherche au point C, c'est formé de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie potentielle élastique. Bon. L'énergie potentielle élastique ici est assez évident qu'il n'y en a pas parce qu'on n'a pas un ressort là, dans la situation. L'énergie cinétique, on nous dit que la vitesse est 0 au point C, donc il n'y aura pas d'énergie cinétique. Donc la seule énergie qui va être présente, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle au point C. Donc l'énergie mécanique au point C va être égale à l'énergie potentielle gravitationnelle au point C, c'est la masse fois 9,8 fois la hauteur en mètres. Donc la masse ici est de 0,3 kg. On multiplie par 9,8 et par la hauteur au point C en mètres, donc 0,2 mètres. Ça va nous donner une énergie mécanique en joules. On obtient 0,588 joules d'énergie. Après ça, on nous demande la vitesse de la balle lorsqu'elle se trouve au point B. Comme d'habitude, là, on va essayer d'utiliser ce qu'on vient de trouver. On connaît l'énergie mécanique au point C, mais on sait que dans un mouvement d'oscillation comme ça, il n'y a pas de force externe qui vient donner de l'énergie à l'objet. Il n'y a pas de frottement, on néglige le frottement de l'air. Donc, finalement, l'énergie mécanique va rester constante. Donc, l'énergie mécanique au point B devrait être égale à l'énergie mécanique au point C. Fait qu'on se base là-dessus pour aller chercher la vitesse au point B. Donc, l'énergie mécanique au point B, on va répéter les mêmes types d'énergie, sauf que je ne mentionnerai pas encore l'énergie potentielle élastique. Là, clairement, il n'y en aura pas du tout dans le problème. Fait qu'on va écrire l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle gravitationnelle au point B. Ça va être égal à mon énergie mécanique que j'ai trouvée au point C de 0,588 joules. Dans mon énergie cinétique se trouve la vitesse que je cherche, fait que c'est une inconnue. Mais l'énergie potentielle gravitationnelle au point B, elle, je peux la calculer car je connais la hauteur. C'est maintenant à 10 cm de hauteur. Donc, je vais écrire ici la masse de 0,3 fois 9,8 fois la hauteur de 0,1 m. Et ça va donner 0,588 joules. Si je fais le calcul, j'obtiens ici l'énergie cinétique au point B serait plus 0,294 égale 0,588. Donc là, je peux aller chercher quelle est l'énergie cinétique au point B. 0,294, c'est la moitié là, du 0,588. Donc, il me reste 0,294 joules au point B en énergie cinétique. Ça veut dire que 0,294 joules va être égal à 1/2 fois la masse de 0,3 fois l'intensité de la vitesse au point B au carré. On va trouver de cette façon que la grandeur de la vitesse au point B est de 1,4 mètres par seconde. Puis, on nous demande encore, dans la troisième question, la vitesse avec laquelle on a lancé la balle au point A. Donc, si le point A était aussi haut que le point C, ça serait qu'on a relâché la balle parce qu'il y a une symétrie dans ce mouvement-là. Là. Donc, on aurait ici une vitesse de 0. Mais là, on voit qu'on est en dessous. Donc, ça veut dire qu'à une hauteur de 15 cm, la balle, elle a dû avoir un peu de vitesse pour pouvoir ensuite aller de l'autre côté, monter plus haut que 15 cm.
mais on applique quand même la même logique. On sait que l'énergie mécanique au point A va être égale à l'énergie mécanique. Bon, je vais regarder celle encore du point C, mais c'est la même que la B aussi. Puis, les types d'énergie ici, on va avoir énergie cinétique au point A, plus énergie potentielle gravitationnelle au point A. Ça va être égal à mon énergie de 0,588 joules. Alors, c'est pas très différent de la démarche qu'on vient juste de faire. On va aller chercher l'énergie cinétique au point A, sachant que l'énergie potentielle gravitationnelle, ça va être 0,3 fois 9,8 fois la hauteur. Cette fois, c'est 0,15 mètres. Puis ça va être égal à 0,588. Je vais juste calculer ici. Ça fait 0,441. Donc là, je vais chercher mon énergie cinétique au point A en soustrayant 0,441 de 0,588. J'obtiens 0,147 joules. Alors, 0,147 joules, ça veut dire que ça correspond à 1/2 fois la masse de 0,3 fois la vitesse au point A au carré. On obtient finalement que la grandeur de la vitesse à laquelle la balle a été lancée à partir du point A, c'est 0,990. Si on arrondit à 3 chiffres significatifs, là, en mètres par seconde. On passe à une question d'optique avec la question 2. Maintenant, on nous demande, on dit si on a un rayon qui se propage dans l'air, arrive à une surface d'un morceau de verre, on veut déterminer l'angle entre le rayon réfracté et le rayon réfléchi. Donc, le rayon réfléchi, je vais le tracer en premier, devrait rester dans l'air. Puis, la normale, là, n'est pas pointillée très clairement ici, là, mais c'est ce segment-là. C'est perpendiculaire à l'interface entre les deux milieux. Donc, par rapport à la normale, on devrait avoir une symétrie parce que l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Remarquez par contre que l'angle d'incidence, ce n'est pas le 33 degrés qui est là, mais plutôt l'angle de l'autre côté par rapport à la normale. Cependant, on aurait quand même 33 degrés de ce côté-là, entre la surface et le rayon réfléchi. On va aller chercher l'angle entre le rayon incident et la normale. Je pense qu'on a déjà fait exactement le même numéro, mais c'est pas mauvais de le répéter. Donc, on a ici 90 moins 33, ça donne 57 degrés. Donc, ça, c'est l'angle d'incidence et l'angle de réflexion va être aussi égal à 57 degrés dans l'air. Donc, c'est comme si ça frappait un miroir. Mais il y a une autre partie du rayon qui va être réfractée. Si, dans ce cas-ci, vous voyez, l'indice de réfraction augmente. On passe de l'air à un indice plus élevé, 1,66. Fait que là, le rayon va se rapprocher de la normale. Ça, c'est mon rayon réfracté. Là, je cherche... ce que je peux calculer par l'équation, la loi de la réfraction, c'est l'angle θ2 qui est ici, en utilisant l'angle θ1 de 57 degrés et pas le 33 degrés, sinon ça ne fonctionnera pas dans le calcul. Fait que la loi de la réfraction, on va avoir l'indice de l'air qui est l'indice 1 de 1, sinus de 57 degrés, égale l'indice 2, 1,66 fois sin de θ2. Là, on calcule θ2. θ2 est égal à 30,3 degrés. Ça, c'est ici. Si on veut trouver l'angle maintenant entre la surface et le rayon réfracté, on va faire 90 degrés moins cette valeur-là. Ça fait 59,7 degrés. Alors, l'angle qu'on cherche, c'est l'angle entre le rayon réfléchi et le rayon réfracté. Donc, ça va être cet angle-là va être égal à la somme de 33 degrés plus 59,7 degrés. Et on obtient 92,7 degrés. Maintenant, numéro 3, on forme une image de 4 cm de hauteur avec un miroir convexe. Là, j'encercle tout de suite, miroir convexe. Ça, c'est un foyer qui est négatif. Il faut tout de suite penser à ça là, parce qu'on nous donne le rayon de courbure, mais on ne nous dit pas son signe. Là, mais il faut absolument mettre cette valeur-là négative. Donc, le rayon de courbure va être de moins 16 cm. Puis, de la même façon, le foyer, là, ça va être la moitié de la valeur de notre rayon de courbure, donc moins 8 cm. Alors, c'est ce qui fait que dans nos calculs, on va vraiment tenir compte du fait que le miroir il est convexe. C'est à cause qu'on a mis un moins ici. Donc, maintenant, on dit, si l'image virtuelle se situe à 6 cm du miroir, donc ça, c'est la position de l'image à l'instrument, c'est la valeur DI, mais on a souligné qu'elle est virtuelle.
DI, pour une image virtuelle, c'est toujours négatif. Donc, ça aussi, il va falloir lui mettre une valeur négative à notre distance qui est donnée de 6 cm. On demande après ça de calculer la position de l'objet. Donc, on cherche DO égale à quoi, ainsi que le grandissement de l'image, donc G égale quoi. Si on substitue nos valeurs connues dans l'équation des miroirs courbes, on va avoir 1 sur moins 6 plus 1 sur DO égale 1 sur moins 8. Ou encore 1 sur DO égale 1 sur moins 8 plus 1 sur 6. Parce que le moins, dans le fond, je l'ai mis devant le 1 sur 6. Puis là, j'additionne de chaque côté 1 sur 6. Et là, j'obtiens que la distance de l'objet est 24 cm. Remarquez que la distance d'un objet ne pourrait jamais être négative dans les cas qu'on a vus. Hein? Fait que assurez-vous, quand vous faites un calcul pour isoler DO, que vous ne trouvez pas un négatif. Sinon, il y aurait un problème soit dans le calcul ou dans les données que vous avez. Maintenant, on dit aussi de calculer le grandissement. Donc, le grandissement, c'est moins DI sur DO. DI était de moins 6. Donc, on va faire moins 6 sur 24. Les moins vont s'annuler. Puis, on peut laisser ça sous forme de fraction si vous voulez. On pourrait dire 1 sur 4, un quart. Ou encore, on peut écrire 0,25. Juste un petit instant, on va discuter de ce que ça veut dire une valeur de grandissement de 0,25. Premièrement, vu que c'est positif, c'est une valeur qui indique que l'image est à l'endroit. On s'attend à ça parce qu'elle est virtuelle. Les images virtuelles sont toujours à l'endroit. Aussi, 0,25, ça veut dire que notre image est 4 fois plus petite que l'objet ou est un quart de sa grandeur. Maintenant, à la question 4, on a un professeur de physique qui lance une calculatrice à partir d'une hauteur de 12 mètres par rapport au sol, puis la calculatrice se fracasse sur le sol 3 secondes plus tard. On demande quelle vitesse verticale le professeur a-t-il donné à la calculatrice en la lançant. Donc, ça va être un mouvement vertical dans les airs de la calculatrice. Tout de suite, là, je vais noter qu'à ce moment-là, on sait que l'accélération correspond à l'accélération gravitationnelle terrestre parce que la calculatrice va être libre dans les airs. Donc, c'est l'accélération de moins 9,8 mètres par seconde carré. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? On sait que si on considère le mouvement pendant lequel la calculatrice va se rendre au sol, on va avoir un temps écoulé de 3 secondes. On connaît également les positions initiales et finales. Ici, la calculatrice part de la position initiale de 12 mètres puis termine au sol à la position finale de 0. On ne sait pas si c'est lancé par en haut ou par en bas la calculatrice. C'est juste vertical. Mais c'est pas grave parce que on a suffisamment d'informations pour aller chercher la vitesse initiale. Puis dans le fond, on va répondre à cette interrogation-là en obtenant notre réponse à la question A. Fait qu'on va pouvoir aussi indiquer dans nos calculs quel est le déplacement vertical. Le déplacement vertical, c'est la position finale moins la position initiale. Je vous rappelle que ça ne dépend pas de la trajectoire exacte. Là, ça a-tu monté et redescendu ou descendu directement? C'est pas grave, c'est vraiment du point de départ au point d'arrivée. La position finale est de 0. On soustrait la position initiale de 12. Donc, on a un déplacement de moins 12 mètres, ce qui reflète que la calculatrice a descendu de 12 mètres du début à la fin du mouvement. Maintenant, on cherche la vitesse initiale. Si on cherche la vitesse initiale, remarquez qu'on ne connaît pas la vitesse finale. C'est la vitesse à laquelle la calculatrice arrive au sol. Elle va frapper le sol avec une vitesse assez élevée, mais on ne sait pas c'est quoi. Fait qu'on ne veut pas l'utiliser. Quand vous regardez dans vos équations, une équation qui n'a pas la vitesse finale, c'est celle-ci, la plus longue. Donc, on va mettre nos chiffres là-dedans. Ici, j'ai mon déplacement de moins 12. Égale ma vitesse initiale, c'est ce que je cherche, fois le 3 secondes, plus une demi, multiplié par moins 9,8 fois 3 au carré. Bon, le morceau ici, c'est tout multiplié ensemble, donc c'est prioritaire. On va faire ces opérations-là en premier. On va avoir moins 12 égale, puis je vais mettre le 3 devant le VI. C'est plus intuitif comme ça. Mon moins qui est avec le chiffre que j'obtiens ici de 44,1, je vais le mettre en avant. Donc, j'ai pas besoin, en fait, je vais juste soustraire 44,1, ce qu'on obtient là, en multipliant les trois valeurs ici. Donc là,
pour continuer à isoler, je vais envoyer mon 44,1 du côté gauche. Ça revient à faire plus 44,1 moins 12. On obtient 32,1 est égal à 3 VI. Donc, la vitesse initiale, c'est 10,7 mètres par seconde. Puis remarquez que là, on est en train d'isoler la composante Y là, de notre vitesse initiale. Ça aurait pu être négatif. Le fait que c'est positif, ça veut dire que c'est lancé vers le haut. OK, maintenant, on demande c'est quoi la vitesse de la calculatrice juste avant son impact avec le sol. Donc, au moment où elle atteint le sol, là, on va considérer que juste avant, c'est peut-être à une hauteur d'1 millimètre, mais on va arrondir ça à 0. Donc, c'est le même déplacement. On a dans le fond toutes les informations qu'on avait tantôt en plus de la vitesse initiale. J'ai plusieurs options. Là. Je vais prendre vitesse finale égale vitesse initiale plus accélération fois le temps. Donc ici, la vitesse finale va être égale à ma vitesse initiale de 10,7 plus le moins 9,8 fois 3. Ça ici, ça fait moins 29,4. Donc, vitesse finale égale moins 18,7 mètres par seconde. Le moins ici nous indique donc que c'est une vitesse finale de 18,7 mètres par seconde vers le bas. Au numéro 5, maintenant, on nous demande un vecteur de vitesse si on connaît ses composantes, quelle est la grandeur et l'orientation du vecteur. C'est assez simple comme question. On a déjà vu que pour trouver la grandeur d'un vecteur, on fait la relation de Pythagore parce que les deux composantes sont les côtés d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse est la grandeur du vecteur. Donc, on va faire 3 au carré plus 7 au carré, racine carrée de ça. On obtient 7,62 mètres par seconde. Donc, les unités ici, c'est parce que c'est une vitesse. Puis maintenant, on demande l'orientation de la vitesse. Là, on a une vitesse qui est dans le premier cadran parce qu'on a une composante positive en X, puis aussi positive en Y. Fait que c'est un vecteur qui est à peu près comme ceci. Fait qu'on n'aura pas besoin de rajuster notre angle si on utilise l'équation tangente de θ égale composante Y. Bon, dans les équations, c'est écrit AY sur AX, là. A étant juste une valeur générale, mais là, j'ai spécifié que c'est des vitesses. Donc, tangente de l'orientation, ça va être la valeur de la composante Y7 sur la composante X de 3. Alors, j'obtiens ici mon orientation de façon directe. Et elle est de 66,8 degrés. On poursuit avec le numéro 6 où on nous donne un graphique de la position en fonction du temps. Donc, très important là, de ne pas se méprendre quand on a un graphique position en fonction du temps versus un graphique vitesse en fonction du temps. On va faire un graphique vitesse en fonction du temps dans un numéro qui va venir plus tard. Donc là, on demande de trouver la vitesse moyenne entre 0 et 4,5 secondes. Donc le temps 4,5 secondes, c'est ici, 0 au début. Pour trouver la vitesse moyenne, on a une équation qui est simplement le déplacement delta x sur le temps. Ça nous donne la vitesse vectorielle moyenne. On avait vu aussi la vitesse scalaire moyenne, mais je dois dire que lorsqu'on demande la vitesse scalaire moyenne, c'est une vitesse qui est moins standard, donc on va le préciser. Si on dit vitesse moyenne, on veut dire la vitesse vectorielle moyenne. Donc ici, le déplacement, sur un graphique comme ceci, on peut le lire directement à partir de la position finale et de la position initiale, parce que le déplacement, on peut faire position finale moins initiale. Puis le temps, c'est la même chose. Là, on peut faire le temps final moins le temps initial ou simplement garder le delta t ici, puisque vu qu'on part de 0, c'est simplement le 4,5 secondes, évidemment. Alors, la position finale, on lit sur l'axe ici, x, mais c'est 0. Puis la position initiale aussi était de 0. Alors, finalement, on se retrouve avec une vitesse moyenne de 0. Ensuite, on demande quelle est la vitesse initiale de l'objet. La vitesse initiale, c'est la vitesse au moment où l'objet commence son mouvement. Puis dans un graphique de la position en fonction du temps, la vitesse est représentée par la pente. Vous voyez ici qu'on ne peut pas dire qu'au début, la vitesse était de 0 parce que dès que le mouvement commence, on a déjà une variation de la vitesse. Là. Ça va varier immédiatement. Donc, la vitesse initiale, on va aller la chercher en faisant la pente sur le graphique. Ce qu'on fait, en fait, c'est que là, on utilise aussi, on pourrait dire qu'on utilise encore une fois delta x sur delta t. Ça revient au même. C'est juste que là, on veut se tenir dans l'intervalle
ou est-ce que la pente reste la même? Parce que si on veut la vitesse initiale, on veut la pente qui est au tout début, il faut se tenir à utiliser une paire de points qui se situent dans cet intervalle-là. Donc là, on va aller prendre le point qui arrive, les points qui arrivent le plus juste là, sur les axes. On va prendre le point à 1,5 secondes avec la position finale qui va être de 12,5. Fait que la valeur Y finale, qui est aussi la position finale, comme j'ai dit, 12,5 mètres. On va soustraire à ça la position initiale qui est de 0. Et on va diviser par le temps final qui est de 1,5 moins le temps initial qui est de 0. Donc on a ici une vitesse initiale de 8,33 mètres par seconde. Ensuite, on demande quelle est la vitesse de l'objet à 3 secondes. Donc, c'est un peu une question similaire. Là, à 3 secondes, c'est ici. Bien, on a dit que la vitesse, c'est la pente. Visuellement, vous pouvez voir ici qu'on a une pente de 0. Donc, la vitesse est nulle. Vous voyez ici que de l'intervalle 1,5 secondes à l'intervalle 3,5 secondes, la position reste la même. C'est toujours 12,5 mètres en tout temps. Donc, il reste sur place. Ici, on a une vitesse de 0. Remarquez que si on n'avait pas remarqué que c'est une pente de 0, on pourrait quand même faire un calcul comme on vient de faire en B, en utilisant deux points là, qui se situent dans l'intervalle où est-ce que la pente est la même. Donc, de 1,5 secondes à 3,5 secondes, on pourrait prendre une paire de points et on arriverait quand même par un calcul à la vitesse de 0. Et on demande après ça, entre 4,5 et 6 secondes, est-ce que l'objet va de plus en plus vite, de moins en moins vite, ou il se déplace à vitesse constante? Donc, encore une fois, on réfère à la vitesse. On va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la pente sur l'intervalle qui est demandé. Donc, jusqu'à 6 secondes ici, entre 4,5 et 6 secondes. Bien là, la pente ici, au début, est très accentuée. Elle est négative. Après ça, devient moins négative et moins accentuée. OK? Fait que, supposons que j'invente des valeurs, là. Peut-être qu'on pourrait avoir une pente de moins 7 ici, moins 5, moins 2. Ce serait une vitesse ici qui s'approche d'une valeur de 0. Le moins signifierait seulement qu'elle va vers la gauche. Là. Comme ça ne change pas la grandeur de la vitesse. Donc ici, ça va de moins en moins vite. Donc ça va de moins en moins vite parce que la vitesse tend vers 0. Là, on passe à une question sur les forces. Donc, au numéro 7, on a Henri qui fait glisser la caisse vers la droite sur le plancher. On a la masse de la caisse de 60 kg, puis la force que lui il fait sur la caisse, c'est 180 Newton, horizontalement vers la droite. Puis, la caisse accélère avec 0,5 mètres par seconde carré vers la droite. Premièrement, on demande de tracer le diagramme des forces qui agissent sur la caisse. Donc, je vais le faire directement sur la boîte. Alors, on a décrit la force que Henri fait. Je vais écrire FH là, pour la force de Henri. C'est vers la droite. On a la force gravitationnelle. La boîte, la caisse est attirée vers le centre de la Terre. Ce qui fait qu'elle ne tombe pas, c'est qu'il y a une force normale, ici, qui est vers le haut, qui va être due au plancher là, qui soutient la caisse. Là, on ne sait pas s'il y a un frottement. Donc, on va mettre un point d'interrogation. Dans une situation réaliste, il y aurait sûrement un frottement, une force de frottement comme ça qui fait que c'est plus difficile là, de faire glisser la caisse. Mais je vais mettre un point d'interrogation pour l'instant, puis on va voir en analysant la situation si cette force-là est présente. En B, on demande quelle est la grandeur de la force normale que le plancher fait sur la caisse. Donc, la force normale se situe selon un axe Y, OK, à la verticale. Fait qu'on va analyser les forces à la verticale. À ce moment-là, ça veut dire que on peut appliquer la deuxième loi Newton. La force totale en Y, ça va être égal à la masse fois l'accélération verticale. Mais ici, la caisse n'accélère pas verticalement. Elle ne va pas se mettre à se soulever. Elle ne passe pas à travers le plancher. Donc, l'accélération verticale est 0. Fait qu'on va avoir ici la force totale en Y égale 0. La force totale en Y, bien, voyez-vous qu'on a seulement deux forces qui sont présentes en Y. J'ai la force normale qui est positive et vers le haut, qui est l'inconnu que je cherche. Puis, on a la force gravitationnelle qui est négative et vers le bas. Je vais commencer par aller calculer la grandeur de la force gravitationnelle. On fait la masse de la caisse, 60 fois 9,8. Ça fait 588 newtons. Puis, après ça, on va aller faire force totale en Y. Donc là, ça va être égal à
ma force normale qui est de composante positive, puis c'est une inconnue, fait que je laisse le symbole Fn, puis j'ajoute à ça la composante de la force gravitationnelle. Mais ça, c'est une composante négative. Ici, j'avais mis la grandeur, là, mais quand je le mets dans mon calcul de composante en Y, c'est 588 négatif parce que c'est vers le bas. Puis ça va donner 0 parce qu'il n'y a pas d'autre force en Y. Remarquez qu'ici, on pourrait aussi faire un calcul plus long là, en disant Fn. On veut la composante de la normale, on fait sin de son orientation de 90 degrés, plus 588. Là, on ne met pas moins tout de suite. On fait plutôt fois sin de 270 qui est vers le bas son orientation. Ça va nous mettre un moins, puis égal à 0. C'est tout à fait équivalent à ce que je venais de faire. C'est juste un peu plus long. Mais donc, je vous encourage, si vous êtes capable de visualiser que c'est complètement positif et négatif ici, de passer directement à cette étape-là du calcul. Bien, là, quand on isole, finalement, la force normale est de grandeur, 588 newtons, est égale à la force gravitationnelle. Après ça, on demande quelle est la grandeur de la force de frottement cinétique que le plancher fait sur la caisse. Ah, bien, ça répond à notre question. Oui, il y a un frottement, donc je vais effacer le point d'interrogation. C'est juste qu'on ne connaissait pas sa valeur, là. Là, on va la calculer. Mais le frottement cinétique, lui, est sur un axe des X, donc sur l'horizontale. Donc là, on applique la deuxième loi Newton à l'horizontale. La force totale en X égale la masse fois l'accélération en X. OK, si je commence par côté gauche, la force totale en X, vous voyez que là, j'ai seulement que la force faite par Henri et la force de frottement qui sont horizontales. La force faite par Henri est de 180 newtons et est positive parce qu'elle pointe vers le sens positif de l'axe des X. Donc, plus 180 newtons. Ensuite, je vais avoir plus une force de frottement qui est entièrement négative parce qu'elle est vers la gauche, mais là, elle est inconnue, je l'ai laissée sous forme de symbole. Puis ça va être égal à la masse de la caisse de 60 fois la composante d'accélération en X. On a une accélération ici de 0,5 mètres par seconde carré qui est positive là, parce que c'est dans le sens de l'axe des X positifs. Encore une fois, je vais juste quand même écrire l'équation avec les orientations. Si vous le faisiez avec les orientations, vous feriez 180 cosinus pour les composantes X de 0 pour cette force-là, plus F frottement cos de 180 degrés parce qu'elle est en X négatif, égale 60 fois 0,5 fois le cos de 0 parce qu'elle est vers la droite. Tout ça va vous ramener à l'équation qu'on avait déjà. Puis là, on isole. Donc, 180 moins force de frottement égale 30. Force de frottement va être égale à 180 moins 30, 150 newtons de grandeur. Remarquez, là, ça c'est la grandeur de la force de frottement, c'est pour ça que c'est positif. Donc, on n'a pas besoin de faire de changement, on demandait la grandeur ici. Si jamais on demandait la composante X, là, on dirait moins 150, parce que c'est vers la gauche en X. Puis, ensuite, en D, on demande la caisse exerce-t-elle une force sur les mains d'Henri? Si oui, quelle est la grandeur de cette force? Donc là, on se base sur la troisième loi de Newton pour répondre à ça. On a vu, d'après la troisième loi de Newton, que quand des choses interagissent ensemble, deux objets interagissent ensemble, il y a une paire de forces qui se crée l'un sur l'autre en sens contraire, mais de même grandeur. Là, je vais regarder des forces sur deux objets différents. On sait que Henri fait une force sur la caisse comme ceci. Bien, la caisse, qu'est-ce qui fait que les mains d'Henri ne peuvent pas passer à travers? C'est qu'elle résiste en sens contraire. C'est un type de force normale qu'elle fait, la caisse. Puis ça va être de même grandeur, mais de sens opposé. Fait que je vais juste appeler ça F Henri étoile. Okay? C'est la réaction à la force que fait Henri. Puis c'est la même grandeur, mais orientation inverse. Donc, ce serait, oui, une force de 180 newtons. On va terminer avec un autre exercice sur un graphique. Donc, cette fois, remarquez bien qu'on a la vitesse en fonction du temps qui est fournie. Fait que si on nous demande des positions, cette fois, ce ne sera pas la même chose. On ne peut pas aller lire directement des positions sur le graphique. Par contre, la vitesse, on n'aura pas besoin de faire une pente pour la trouver. Elle, on va pouvoir la lire. Donc là, on dit en A. On demande quelle section représente un ralentissement de l'objet. Pour que ça ralentisse, il faut que V doit tendre vers 0. OK? Fait qu'ici, la vitesse, on la lit. Dans le premier intervalle, la vitesse ne tend pas vers 0 parce qu'elle est constante à 6 mètres par seconde. Par contre, dans le deuxième intervalle, oui,
à mesure que le temps avance, on se rapproche d'une vitesse de 0. Donc, l'intervalle numéro 2 représente un ralentissement, puis l'intervalle numéro 3 ne représente pas un ralentissement parce que vous voyez qu'on part d'une vitesse de 0 mais qui s'éloigne de la valeur 0. C'est négatif, ça veut juste dire que ça s'est rendu dans la direction vers la gauche. Puis après ça, on a un plateau, donc une vitesse constante. Donc la seule section qui représente un ralentissement ici, c'est la deuxième. Ensuite, on demande à quel instant le mouvement de l'objet change de direction. Le changement de direction pour une vitesse, c'est reflété par le signe de la vitesse. Donc quand le signe de la vitesse change, c'est un changement de direction. Ça veut dire que jusqu'à 8 secondes, la vitesse était positive, l'objet allait vers la droite. Puis, à partir de 8 secondes, il va vers la gauche, si on parle d'un axe là, horizontal. Donc, ici, à 8 secondes, le mouvement change de direction. Après ça, on demande quel est le déplacement de l'objet entre 0 et 8 secondes. Là, on réfère à un petit truc qu'on a vu, parce que pour un graphique de la vitesse en fonction du temps, comme je vous ai dit, on ne peut pas aller lire une position. On a vu par contre que pour un graphique comme ça, on peut faire l'aire entre la fonction et l'axe du temps. OK? Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller surligner l'aire qu'on va calculer. Là. On va commencer par calculer l'aire du rectangle de la section 1. Puis ensuite, on va faire le triangle de la section 2. On va additionner l'aire ici des deux sections. Ça va nous donner un déplacement en mètres. Parce que ce n'est pas une surface. C'est vraiment, on va multiplier des hauteurs qui sont des mètres par seconde par la base ici qui est des secondes. Des mètres par seconde fois des secondes, ça annule les secondes, donc il reste des mètres. Ça va bien donner un déplacement. Donc ici, je vais faire R de la section 1 plus R de la section 2. Remarquez qu'on pourrait le faire en un seul coup en utilisant la formule d'aire d'un trapèze, là, mais je vais le faire en deux morceaux. Donc, la hauteur du rectangle pour la phase 1, c'est 6 mètres par seconde, puis la base, c'est 4 secondes. Donc, 6 mètres par seconde fois 4 secondes. Ça, c'est l'aire d'un rectangle, simplement base fois hauteur. Après ça, c'est suivi d'un triangle. Donc, on va faire base fois hauteur sur 2. 6. Là, la base, là, c'est de 4 à 8 secondes. Donc, quel est le temps ici? Le temps augmente seulement de 4 secondes. Fait qu'il ne faut pas prendre le 8 parce qu'on ne veut pas inclure le rectangle qui était là avant. Donc, on va faire 6 mètres par seconde fois 4 mètres par seconde sur 2 parce que c'est un triangle. Donc là, on va avoir ici 24 mètres plus 12 mètres. Ça fait 36 mètres de déplacement de 0 à 8 secondes. Après, on demande quelle est l'accélération de l'objet à 2 secondes. Donc, à 2 secondes, on est ici. L'accélération sur un graphique de la vitesse en fonction du temps, c'est la pente ou encore la variation de la vitesse par rapport au temps. Mais là, ici, on est dans un intervalle où la vitesse ne varie pas. Donc, c'est 0. Il n'y a pas d'accélération à 2 secondes. Par contre, après ça, on demande l'accélération de l'objet à 8 secondes. Là, il y a une pente qui n'est pas nulle parce que c'est négatif. L'accélération est reflétée par la pente, donc c'est une valeur négative parce que la pente descend. Donc là, on va choisir une paire de points qui correspond à quelque chose dans l'intervalle là où est-ce que la pente est la même. Fait qu'on peut partir de 4 secondes puis aller jusqu'à 11 secondes. On pourrait prendre ces points-là. On pourrait prendre n'importe quel point ici qui arrive juste, mais ils arrivent tous ici sur une intersection, donc c'est assez simple. Fait que là, ici, je vais aller calculer la vitesse finale moins vitesse initiale sur delta t. C'est le calcul de la pente, là. Donc, sur le temps final moins le temps initial. Fait que la vitesse finale, dans les points que j'ai choisis, ça va être moins 4,5. Après ça, j'enlève la vitesse initiale qui est 6. Et je divise par le temps final qui est 11, moins le temps initial qui est 4. Ça me fait moins 10,5 divisé par 7, où j'obtiens encore moins 1,53 mètres par seconde carré. Et on demande en F quelle est la vitesse initiale de l'objet. Bien là, ça c'est vraiment simple parce que la vitesse ici, on peut la lire sur le graphique. Donc la vitesse initiale, on va juste la lire au temps 0. On a une vitesse de 6 mètres par seconde. Voilà, c'est tout. Donc, il va nous rester un dernier cours d'exercice de révision. Ça achève, lâchez pas. À bientôt!